Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Astrid. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, impeccable, un petit test PCR matinal et puis voilà, on est parti quoi. Ok, et ben écoute, t'es en plein dans la thématique en plus en ce moment. Écoute, je suis vraiment hyper heureux de te recevoir aujourd'hui et vraiment je remercie Reizy qui nous a mis en relation parce que j'avais vraiment hâte de faire cette interview à la fois parce que je suis très impressionné par la carrière que tu as, non pas forcément dans le sport, on va peut-être pas parler beaucoup de sport aujourd'hui, mais de ce que tu fais, tout ce que tu fais à côté. Donc de ta carrière on va dire plus ou moins en tout cas qui a commencé en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique et dans ton engagement dans la CAN, du fait que tu as écrit un livre pour enfants. Enfin bref, plein de sujets qui me passionnent. Mais avant d'aborder tout ça, comme je te le disais, la tradition sur le podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance. Et je crois que tu as un souvenir sympa sur lequel tu as même retrouvé la date. Et du coup, quel est ton premier souvenir de sport ? Oui, effectivement, j'ai recherché la date parce que, ça date justement. Mon premier souvenir de sport, en fait, c'est assez rigolo. C'est bon, devant la télé évidemment et c'est en 91, au moment où Guy Forget donne la victoire, à l'équipe de France de Coupe Davis. Je crois que ça se passe en France, ça se passe à Lyon, il est contre Pete Sampras et pourquoi en fait ça m'a marqué? Ça m'a marqué parce que bon, il y a l'explosion de joie, il y a ensuite la danse sur le court central de Saga Africa avec Yannick Noah, avec Henri Lecomte, mais surtout c'est un moment qu'on partage en famille. À ce moment-là, il y a mon père, ma mère, moi, mon frère dans le salon. Et c'était assez rare qu'on regarde du sport ensemble. Et pour le coup, à ce moment-là, il y a vraiment une explosion de joie au moment où Guy Forget met la balle de match. Et il y a une sorte de communion où on est tous les quatre sincèrement heureux alors que il n'y a pas forcément une tradition de regarder du sport ensemble dans la famille. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que pris par surprise parce que il y avait la Coupe Davis à la télé, on s'était pris au jeu, on s'était mis à regarder tous ensemble. Et puis il y avait ce moment de communion et ça me fait dire que le sport est hyper fédérateur quelque part et que bah oui, c'est aussi pour ça que c'est important tous les 4 ans d'avoir les Jeux Olympiques et c'est aussi pour ça que c'est important Ouais. que cet été, malgré la situation sanitaire, les Jeux de Tokyo puissent avoir lieu parce que je pense que ça va quand même donner un peu de bonheur, ça va donner des émotions qui sont positives et dans la période on en a tous besoin. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis même si ce sera des jeux particuliers qui n'auront jamais d'équivalent dans le passé, je pense que même les spectateurs, les téléspectateurs qui pourront y assister pourront partager quand même ces moments de joie, de victoire et un peu
de fraternité qui peut y avoir. Mais c'est marrant que tu parles du tennis parce que je trouve que c'est justement un des rares sports qui rassemble autant, tu vois. Moi, mon père me parle de la victoire de Yannick Noah aussi, effectivement les victoires de Coupe Davis qui étaient des grands moments. Je trouve que tous les sports enfin le tennis, je trouve en particulier à ce côté un peu famille où peut-être tu te poses, tu l'allumes en fond de la télé, puis tu fais des trucs et puis chacun passe, vient et puis dès que ça se rapproche de la balle de match, tout le monde se rassemble autour, tu vois, pendant un petit moment. C'est assez beau, je C'est trouve. vrai. C'est assez beau, c'est assez hypnotique. Par contre, très clairement, tous les bacheliers, détestent la programmation de Roland-Garros qui est juste au moment des révisions du bac. Je suis sûre que pour le bien de C'est vrai. tous, je pense que ce serait pas mal finalement de le laisser en septembre-octobre. Moi, je me souviens, mais de me dire: «Allez, plus qu'un jeu. Allez, bon, allez, je regarde la fin du set» et bon et finalement, la révision du bac, elle devient de plus en plus compliquée. Parce que c'est vrai, tu te prends au jeu et puis un match de tennis, c'est quand même des renversements de situation qui sont assez intéressants. Ça me fait penser un peu à nos matchs par équipe en escrime. Tu peux avoir vraiment un retournement dans le match, tu peux voir des joueurs qui passent par toutes les émotions et c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de comprendre la Mm. psychologie du joueur, et le tennis, parce que c'est un temps qui est relativement long, permet aux joueurs finalement d'avoir le temps de gamberger suffisamment pour que le match puisse s'inverser et que différents grains de Ouais. sable puissent se mettre dans les rouages. Donc je trouve que c'est un sport qui est très psychologique et du coup à regarder c'est aussi très intéressant. Ouais. Puis il y a beaucoup de points communs, je trouve, avec l'escrime, non, quand même, tu vois? On est sur un duel, c'est très psychologique, il y a à la fois de l'individuel, mais aussi, en équipe, il y a souvent des ambiances, très survoltées, on est toi, tu vois des points communs, tu vois, plus que ça ou même des choses qui peuvent t'inspirer, ou des passerelles entre les 2 sports? Celle que je viens de te donner, oui, évidemment. Après, moi, je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est la distance. Moi, je Mmh. suis très près de mon adversaire, alors qu'avec le tennis, il y a quand même le filet et puis le terrain, les 2 lignes de fond de cours qui sont assez éloignées. Ce qui fait que la focale qu'on va utiliser dans notre vision périphérique est totalement différente. Moi, je suis totalement focalisée sur la cuirasse de mon adversaire avec un champ de vision relativement restreint, même si je l'élargis au maximum. Mais typiquement, l'arbitre, je le vois Mmh. pas, les spectateurs, je les vois pas. Alors qu'à Roland Ouais. Garros, un spectateur qui se lève en haut du central, limite, l'arbitre dit hop, les joueurs sont prêts, arrêtez de bouger, quoi. Donc Ouais. ça, je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, ce qui est vrai, le côté duel, le côté prendre le pouvoir quelque part, l'ascendant sur son adversaire, ça existe vraiment. La Ouais. capacité à pouvoir revenir très très vite dans un match parce que sinon le set peut filer. Alors nous ça va encore plus vite en escrime parce que nous c'est 15 touches. Mmh. Un match c'est parfois Ouais. ça peut se terminer en 5 minutes. Alors quand c'est plus long c'est une demi-heure avec les arrêts de jeu, avec les décisions d'arbitrage, mais nous, on doit vraiment être en capacité de gérer nos émotions beaucoup plus rapidement qu'un joueur de tennis où lui, il va avoir, allez, 3 sets gagnants et parfois il peut se permettre de se dire, bon, ce set-là, je le laisse tomber. Alors que nous, c'est Ouais. des points qui se cumulent et tu peux pas laisser tomber un Ouais. point. Parce que tu vas le garder pendant toute la durée du match, le point que tu auras pris parce que t'auras fait baisser ta concentration, quoi. Donc Ouais. voilà. Après, tu vois, finalement, je te trouve plus de différences que de points communs. Et notamment, je trouve, parce que moi, Ouais. pour le coup, j'ai fait du tennis. J'ai fait du OK. tennis et j'ai fini par choisir l'escrime. Et principalement parce qu'à l'escrime, en fait, oui, on est un sport individuel et oui, il y a des compétitions par équipe, mais on s'entraîne comme un sport collectif. Il y a vraiment besoin d'avoir un collectif Ouais. d'entraînement, que ce soit en club ou en structure nationale comme à l'INSEP aujourd'hui, où il faut que tu aies des partenaires d'entraînement, des adversaires. Et ces adversaires-là qui vont te faire progresser. Donc finalement, on vit en groupe toute l'année, Mmh. que ce soit en club ou en structure nationale. Là où le tennis, c'est un sport plus solitaire quelque part, où tu peux te permettre d'être avec ton entraîneur, ton coach, et où l'entraînement se fait sur le circuit international avec d'autres joueurs, que ce soit en compétition ou lorsque tu tapes la balle avant les compètes, mais tu t'entraînes quasiment sur le circuit international, ce qui n'est pas le cas en escrime où tu as vraiment le groupe France qui s'entraîne ensemble avant de partir en compète. Ouais, 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 c'est vrai. Mais après, chez les jeunes, pour avoir fait du coup quand même sport études tennis, tu vois, le groupe d'entraînement, c'est aussi quelque chose que tu retrouves parce que c'est tes partenaires qui vont te suivre toute l'année et t'as même les compétitions par équipe, départementales, régionales, nationales, Mmh. qui sont assez importantes et ouais, c'est vrai que je retrouve bien ça et c'est hyper important. Tu vois à quel point
enfin, je trouve les athlètes qui ont vécu ça comprennent aussi parfois les choix des entraîneurs, tu vois, d'écarter certains éléments ou d'en choisir d'autres justement pour le côté moteur ou frein qu'ils peuvent avoir au sein d'un groupe, parce que c'est hyper important en fait d'avoir un groupe qui est équilibré, qui vit bien ensemble et qui est performant collectivement, quoi. Donc ça me fait penser à tout ça. Et, toi, tu te souviens pourquoi est-ce que tu as choisi plutôt l'escrime plutôt que le tennis? Alors il faut mentionner quand même que l'escrime c'est un sport de famille quand même chez toi, mais ouais, tu sais pourquoi tu as fait ton choix? Oui, et ça, alors, je sais pourquoi j'ai fait de l'escrime, parce qu'effectivement, ce Brice, mon grand frère, en faisait déjà, et donc pour ma maman, c'était quand même vachement plus simple de mettre les 2 enfants au même sport. Sauf que derrière, j'ai rajouté le tennis, et donc j'avais 2 sports au départ, et le choix, il s'est vraiment fait sur l'humain. Très clairement, j'avais toutes mes copines à l'escrime, et je retrouvais à l'escrime ce que je n'avais pas dans le tennis, c'est-à-dire le côté familial d'un club qui Mmh. vit, justement cette richesse du collectif d'entraînement, partir en compète tous ensemble, alors que je partais en compète au tennis seule, avec des Mmh. adversaires que je connaissais pas. Je me souviens, les adversaires que je pouvais rencontrer disaient à peine bonjour. La seule chose qui les intéressait, c'était mon classement pour savoir combien de points elles pouvaient se mettre dans la besace si jamais elles me battaient. Alors qu'à l'escrime, voilà, tu arrives en compète, il y a 100 personnes de ton âge, tout le monde se connaît, tu pars en déplacement ensemble. Et il y avait ce côté familial et surtout, j'y avais toutes mes copines et quelque part, le sport, c'est aussi fait pour grandir, au-delà de ramener la coupe à la maison à la fin du week-end. Le but, c'est de se marrer, le Mmh. but, c'est de s'épanouir. Et quand on est une jeune adolescente, l'humain prime quelque part. Et aujourd'hui, ces amis dont je te parle, c'est toujours mes meilleurs amis. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc tu vois, 30 ans après, c'est des personnes qui sont toujours à mes côtés. Ça montre que le sport permet vraiment des belles rencontres. Et je trouve que quelque part, c'est ça qui reste. C'est la personne qu'on est devenue, c'est la Mmh. façon dont on a grandi, c'est le chemin qu'on a parcouru. C'est ça la richesse du sport. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, enfin, c'est quelque chose qui revient toujours, quoi. Les amitiés, les rencontres, et je trouve que le sport, c'est vraiment un accélérateur de tous ces événements humains que tu peux vivre, parce que le sport tout seul, ça a finalement très peu de valeur, quoi. C'est bon, ça reste aussi la route parcourue, tu vois. C'est aussi des fois s'entraîner tout seul, c'est dans son coin, mais euh, mais ça se partage. Bah, le sport a une ouais, alors déjà, bien sûr, quand ça se partage, c'est plus fort, en fait. C'est Mm. surtout ça. C'est pour ça que les victoires par équipe, elles sont encore plus belles. C'est que, bah, c'est pas si elles sont plus belles, mais elles sont plus fortes à vivre parce qu'effectivement, bah, quand l'émotion est partagée, elle se décuple, quoi, tout Mm. simplement. Et après, le sport pour le sport, ça reste important. Pourquoi? Parce que c'est un divertissement, comme je le disais tout à l'heure avec la Coupe Davis, où pour moi, ça reste un moment que j'ai partagé en famille. Et puis, mais ça nous oblige dans cette quête de performance à aller donner le meilleur de nous-mêmes. Donc finalement, on est des mini chercheurs, quoi. On est des chercheurs de nous-mêmes. Mm. On se projette dans un projet de performance, mais ça reste assez égoïste quelque part parce on est sur notre palmarès Ouais. individuel, on est sur des quêtes personnelles. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des rencontres sur le chemin qui Ouais. permettent de partager, quoi. Ok, ça me fait faire avec une petite passerelle avec un sujet que je voulais aborder avec toi. C'était effectivement le fait que tu aies écrit des BD pour enfants, et tu parles beaucoup quand on t'interroge sur le sujet, de transmission de valeurs, de partage. C'est ce côté justement humain, et c'est ce côté ouais, autour du partage que tu as voulu vraiment retransmettre dans ces livres. Moi, je serais curieux de savoir, d'avoir un petit peu la genèse, et de savoir, ok, pourquoi quand on est un sportif de haut niveau, comment est-ce qu'on peut se dire, allez, je vais écrire sur le sport. D'ailleurs, c'est des BD sur le sport. Je recommande aux éditeurs. Moi, j'ai promis d'aller faire mon petit achat après cette interview, mais tous les auditeurs qui ont des enfants, d'aller le faire aussi. Ouais, qu'est-ce que tu as voulu transmettre, et quelle est la genèse un petit peu de ce projet-là? Ouais, alors effectivement, j'écris effectivement une collection d'albums jeunesse. Alors c'est pas des BD, c'est des albums, donc c'est Ouais, moitié pardon, écriture, excuse-moi. moitié illustration, qui s'appelle Les Incroyables Rencontres de Joe. Joe pour l'acronyme Jeux Olympiques, mais c'est aussi un prénom. Donc c'est un petit garçon de 10 ans en fait qui va faire la rencontre d'un autre enfant de son âge qui deviendra 20 ans plus tard un grand champion ou une grande championne française.
Voilà, et au travers de ces rencontres, en fait, il va toucher du doigt les valeurs du sport. Et bien sûr, Ouais. il va se découvrir des ressources qu'il ne pensait pas avoir au début du livre pour surmonter la difficulté de départ. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Il y a deux choses en fait. La première, une petite nièce que j'aime de tout mon cœur, et très vite je me suis dit tiens, je lui offrirais bien un livre pour pouvoir lui lire les histoires avant de s'endormir. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à lui offrir un livre, autant lui offrir un livre sur le sport, puisque son papa est champion, sa maman est championne aussi de sabre, Tata est championne. Bon, allez, on va lui parler de sport finalement. Et donc, je suis allée en librairie, dans des grandes librairies, voir un peu ce qui se faisait. Et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des choses sur le foot. Ou alors, j'ai trouvé des documentaires, en fait, des livres qui t'expliquent les règles du sport, mais j'ai pas trouvé d'histoire de sport qui éveille l'imaginaire, qui te plonge dans un imaginaire, ouais. Et donc je me suis dit bon bah qu'à cela ne tienne, je vais donc lui écrire moi-même une histoire de sport. Et donc j'ai commencé à écrire avec un papier et un crayon, et puis en fait en faisant lire l'histoire, on m'a dit bah c'est pas mal en fait, potentiellement en fait enfin, ça pourrait devenir quelque chose. Et donc là, toute timide, j'ai donc donné mes manuscrits au Cherche Midi, qui a tout de suite Ok. adhéré en fait au projet. Et ça, c'est assez génial. Hein. L'édition, c'est finalement aussi des rencontres. Hein. C'est un coup de cœur de la Ouais. part d'une maison d'édition qui fait le pari de se dire, bah ça, je me reconnais dans ce projet, je me reconnais dans les valeurs qui sont transmises, alors que le Cherche Midi n'est pas du tout spécialisé dans la littérature jeunesse. Si vous connaissez cette maison d'édition, c'est pas du tout son créneau. Mais pour le coup, voilà, Ouais. ils ont fait le pari, et ils m'accompagnent depuis, on est sur cinq épisodes qui sont sortis, bientôt un sixième qui est en cours d'écriture. Voilà, donc ça c'est la Ok. genèse. Et après, il y a un autre élément concordant qui a renforcé cette envie d'écrire sur les valeurs du sport. C'est que l'idée me vient en 2015, au moment où commence la qualification olympique pour les Jeux de Rio. Et il se trouve que c'est une qualification olympique qui était purement individuelle, puisque le CIO avait eu la Ok. très mauvaise idée d'enlever le fleuret dames de l'épreuve par équipe. Enfin, c'est-à-dire que le fleuret dames n'était pas programmé Ok. par équipe aux Jeux de Rio en 2016, donc j'avais que la compète indiv. Mais du coup, double peine, si tu n'as que la compétition individuelle, la qualification est aussi plus compliquée, donc elle se fait au ranking mondial, et entre Mhm. françaises, tu es adversaire. Donc là où je t'expliquais tout à Ouais. l'heure que quelque part le groupe France s'entraîne dans un esprit de sport collectif, là d'un coup c'était devenu beaucoup plus complexe parce qu'on n'avait plus d'épreuves par équipe, et en plus au quotidien finalement on était adversaire, et qu'adversaire. On n'était plus coéquipière le lendemain. Donc ça a donné une ambiance assez compliquée. C'était une situation qui était complexe à vivre humainement. Ouais. Et à un moment donné, j'ai perdu le fil. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Parce que c'était lourd, c'était pénible à vivre. Mm. Et j'avais besoin de me reconnecter au pourquoi. J'avais besoin de me reconnecter mais au fait, à 5 ans, quand tu voulais aller au club d'escrime, c'était pourquoi. Et donc très vite, je suis Mm. arrivée sur les valeurs de mon sport. Euh, Qu'est-ce qui animait la petite fille de 5 ans, la jeune adolescente, quand elle mettait sa tenue d'escrime et qu'elle partait en compétition. Et quelque part, écrire sur les valeurs du sport au travers de cette collection, au travers du petit Joe, à qui je fais faire plein de misère, bah, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, ça me reconnectait à mon sport, ça me reconnectait au pourquoi est-ce que je faisais tous ces efforts, quoi. Donc en fait, ça a été marrant parce que ça m'a accompagnée tout au long de cette qualification olympique, et ça a été une récréation quasi positive, on va dire, puisque je me souviens très bien que j'ai écrit les premières histoires en même temps que je partais en compétition, quoi. Ok. Et ouais, du coup, il y avait un petit côté un peu presque. Tu vois, moi, je crois beaucoup au carnet de bord où tu vois, où tous les matins, j'écris un petit peu comment je me sens, ce que j'ai bien aimé la veille. Et ça me fait vraiment un bien fou. Est-ce que ouais, tu l'as intellectualisé un peu ou tu l'as conscientisé un peu cette quête de développement personnel que tu avais en écrivant, ou ça te permettait un peu de passer des énergies aussi négatives, ou de même conscientiser des énergies positives? Je sais pas si ça avait l'effet d'un carnet de bord. Ce qui est vrai, c'est que quand tu écris, tu mets forcément de toi. Ton héros, Ouais. c'est un mixte entre un peu de toi,
un peu de toutes les personnes qui t'entourent, un peu, alors les ennemis aussi de ton personnage. Alors ça, c'est génial, tu t'éclates, tu passes en revue tous les gens qui t'agacent sur le moment, puis tu mets un peu de leur personnalité dans ton ennemi, celui qui va faire des misères à ton héros. Donc en fait, c'est ça qui permet de purger certainement. C'est que, bien sûr, que ce Ouais. qui arrive à Joe, c'est pas autobiographique, pas du tout, mais il y a un peu de moi dedans. Et quelque part, oui, c'est ça qui permet ce petit côté introspectif, et qui permet de coucher sur le papier peut-être des émotions, des difficultés que j'ai pu avoir et que j'ai su surmonter, ou pas, ou que je suis toujours en train de chercher à surmonter parce que des difficultés, des challenges, on en a tout au long d'une vie et c'est tant mieux. Mais je pense que Ouais. oui, on met forcément un peu de soi quand on est auteur dans ces personnages. C'est jamais Mmh. totalement dans un personnage, c'est parfois un peu partout. Ouais. Mais évidemment, on écrit sur ce qu'on connaît, on écrit sur des expériences qu'on a vécues. Et puis voilà, donc oui, il doit y avoir un peu de ça quand même. Je suis d'accord avec toi, Ouais, un OK, petit ouais. côté carnet de bord. Puis j'imagine ça doit être difficile de te dire, qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement d'écrire un livre, tu vois? Parce que tu le fais pas pour, forcément apprendre, enfin tu le fais un peu pour aussi pour apprendre pour toi, mais tu cherches pas forcément à conscientiser, le d'où tu pars et où est-ce que tu arrives et comment est-ce que tu as changé, donc c'est un exercice Non, difficile, ouais. non, t'écris parce que ça te fait plaisir de le faire. Mmh. Tu écris une histoire qui te plaît, Ouais. tu écris une histoire qui te manque. Je crois vraiment à ça. Moi, j'ai écrit mes premières histoires pour ma nièce parce que ces histoires me manquaient, je ne les trouvais pas. Et Mmh. donc, je pense qu'on écrit d'abord pour ces raisons-là. Bien sûr, derrière, il faut qu'il y ait des lecteurs au rendez-vous et quand j'ai des retours d'écoliers qui ont pu s'emparer des livres en classe ou de jeunes licenciés qui ont pu s'emparer des livres via leur club et que je les vois me faire des super retours, mais enfin, il n'y a pas plus beau cadeau, quoi. Ça vous réchauffe le cœur, quoi. Quand je vois ma nièce Ouais. en train de lire le livre ou maintenant mon petit neveu en train de le faire, enfin, voilà, c'est des moments roudoudous, quoi. C'est pour ça qu'on est auteur, c'est pour ça qu'on couche des mots sur le papier. Ce qui était génial, une fois, je m'étais mis dans les gradins. Je me souviens, j'avais vu deux enfants en train de lire un de mes livres et ils savaient Ouais. pas que j'étais là. D'ailleurs, je pense qu'ils savaient même pas qui était l'auteur. Donc, et en fait, je les ai vus réagir en live à certains mots du livre, à Mmh. certaines illustrations où ils s'esclaffaient d'une situation que Joe était en train de vivre. Voilà, c'est pour Ouais. toutes ces raisons-là qu'on écrit. Mais d'abord, c'est aussi parce que ça nous fait plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme un hobby. Quand je me plonge dans Joe, je me dis pas, ah mince, il faut que j'écrive mon petit Joe. J'ai envie de le faire. Et toute personne Mmh. qui viendrait me gêner à ce moment-là Ouais. m'ennuie, quoi. C'est l'inverse. Ouais. Bah, en tout cas, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis parce que c'est un peu, j'ai un petit peu vraiment le même sentiment, tu vois, à travers le podcast, tu vois, je l'ai fait parce que je trouvais pas de podcast justement qui parlait de sport, qui interviewait des sportifs et je me suis jamais posé la question de ce que ça allait m'apporter à moi, mais vraiment de le faire pour effectivement créer quelque chose qui n'existait pas et qui n'était pas encore là et de pouvoir transmettre, tu vois, tout ce savoir, toutes ces inspirations qui existaient et dont on ne capturait rien, quoi. Et donc ça me parle beaucoup et effectivement des fois quand j'entends aussi des fois des gens qui parlent de mon podcast, ça me fait un petit peu bizarre, mais et juste, je me posais aussi la question. Alors peut-être que je sais pas si c'est arrivé, mais vu que tu l'as fait pour ta nièce et que tu dis qu'il y a des éléments de vrai, aussi de l'imaginaire, ça t'est arrivé aussi qu'elle vienne te voir et qu'elle te dise, au fait, Tata, est-ce que ça c'est vraiment arrivé ou qu'elle mélange un petit peu l'imaginaire de l'enfant et le réel. Non, 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 elle est pas encore arrivée dans ce niveau de lecture d'un livre avec l'abstraction que ça peut supposer quand tu écris une fiction. Mmh. Non, et d'autant qu'en plus, bon, forcément, le livre qu'elle adore, c'est celui sur l'escrime qui s'appelle Le Face à Face de Joe, parce qu'il se trouve que le petit Joe Ouais. va rencontrer un certain Brice, qui deviendra 20 ans plus tard, Brice Guyard. Voilà, parce qu'effectivement, hein, j'ai pris mes proches en cobaye pour écrire le premier épisode. Et Ouais. donc, pour le coup, celui-là, elle a très bien compris que Brice, c'était son papa. Donc,
Donc là, pour elle, c'est pas totalement de la fiction. Donc c'est assez rigolo, mais c'est trop mignon parce qu'à la fin, à chaque fois, ouais, oui, parce qu'il y a la fiction dans les livres. Et puis tu tournes la Mmh. page, donc l'enfant découvre que le champion devient 20 ans plus tard le grand champion qu'on connaît avec le palmarès. Et puis tu as toute une partie pédagogique en fait où on va sur les règles du sport, sur le champion qui avec ses mots explique ses sensations. Il y a des petites infographies rigolotes sur son palmarès. Donc voilà, donc il y a toute une partie pédagogique après où finalement l'enfant découvre ce qui est devenu le champion et le palmarès qu'il a obtenu. Donc voilà. Donc au moment où elle tourne la page, à chaque fois, elle est très contente de voir Brice Guyard, qui est son papa. Bah, j'imagine. Non, mais en plus, c'est un super. Enfin, pendant qu'on est sur le sujet, je trouve que c'est un super cadeau que tu fais à toute ta famille, en fait. Tu vois. Alors certes, effectivement, il y a la partie fiction et tout, mais le fait d'avoir écrit un épisode et en tout cas, un opus de cette série sur Brice, je trouve que tu vois. Pour vos petits enfants, vos arrière petits enfants, en fait, c'est des choses, ça se transmet pas, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai eu un énorme regret quand j'ai perdu ma grand-mère, tu vois, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu des choses extrêmement fortes. Et en fait, le jour où je l'ai perdu, en fait, je me suis dit, mais j'ai j'ai pas gravé, tu vois, ou j'ai pas écrit, j'ai pas enregistré en fait toutes ces histoires qu'elle me racontait pour ne pas oublier qui elle vient, qui elle est. Euh, et c'est des messages en fait tellement forts, tu as rempli de valeur. Bah, alors j'imagine tu on partage tous ça, mais que j'aurais pu transmettre à mes enfants, à mes pets enfants et transmettre tu vois ces histoires de vie. Bah, je me suis toujours dit que ça serait une bonne idée tu vois, de pouvoir capturer un peu des histoires de famille un peu pour les futures générations. Donc, en tout cas, je trouve que c'est un très beau cadeau que tu fais à ta famille, peut-être sans t'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui reste dans le temps, tu vois, et qui crée des souvenirs, quoi, qui crée des mémoires, et ça permet. Enfin, je trouve ça très beau, quoi. Et pour le coup, parce que ma première lectrice, c'est ma mère. C'est ma Ouais. première correctrice. Parce que un bon correcteur est un correcteur exigeant. Ouais, C'est-à-dire que c'est vrai. si c'est pour avoir quelqu'un qui vous dit que c'est très bien, ça sert à rien. Donc en fait, il se trouve que je pense que l'amour des mots et de l'écriture m'est venu de ma grand-mère qui était institutrice Ok. euh, et qui formait des institutrices également. Donc ma mère a hérité de ça et me l'a transmis, donc c'est pour ça que c'est ma première lectrice. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand elle a lu l'épisode sur Brice, elle a très clairement reconnu son petit garçon. C'est-à-dire que ce que je m'amuse à faire, c'est que avant d'écrire un épisode, en fait, j'envoie un questionnaire où bien sûr j'appelle l'athlète, hein, parce qu'on se connaît Hmm. tous, Ouais. et puis que je choisis aussi le sport en fonction des athlètes que j'ai envie de faire découvrir aux enfants. Ouais. Je choisis pas un athlète uniquement sur son palmarès, c'est parce que c'est pour moi une belle personne en plus d'être un grand champion que j'ai envie de le donner en exemple aux enfants. Sur ce côté rôle modèle. Et donc en fait, on s'appelle, j'ai toute une série de questions qui obligent le champion à se rappeler qui il a été enfant, quelle était sa personnalité, son parcours, s'il a des anecdotes. Et en fait, c'est ma matière première, c'est ma matière brute en fait qui me permet ensuite d'aller créer cette fiction. Et donc systématiquement, en fait, il y a des moments autobiographiques de l'athlète, des moments qui ont vraiment existé, Hmm. des bouts de sa vie, des bouts de difficultés que après j'en fais un mélange pour créer la fiction, mais si tu veux, ce qui est rigolo, c'est le champion retrouve son caractère dans l'écriture Ouais. de sa rencontre avec Joe. Et donc c'est pour ça que chaque champion a vraiment sa personnalité, a ses qualités, a son niveau d'exigence, ses défauts. Mais c'est ça qui va donner justement de la richesse à l'histoire et qui va faire qu'à la fin, ils n'en seront que plus courageux d'avoir réussi à surmonter tout ça ensemble. Ok. Bon, bah, génial. Bah, je devrais peut-être m'inspirer de tes questions pour moi, mes interviews. Je pense on pourrait se partager des petits tips, parce que c'est un peu aussi ce que j'essaye de faire. Tu as parlé d'amour des mots. Et pourtant, j'avais l'impression que tu étais plutôt quelqu'un de scientifique. Et, bon, petite histoire, du coup, tu as fait la même école d'ingénieur que mon petit frère, hein. Je crois que c'est l'école polytechnique féminine, il me semble. Alors parce qu'historiquement, il y avait deux écoles, hein, l'école politique masculine et féminine, je crois, hein, dis-moi si je dis des bêtises. C'est Mais, ça. mais À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'être ingénieurs, donc on a dû créer l'école polytechnique féminine en c'est parallèle de dingue. l'UX pour permettre aux femmes en 1920 et quelques de pouvoir obtenir Ouais. ces diplômes qui étaient réputés être réservés aux hommes.
Ok. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a attiré vers les métiers de l'ingénierie, plus particulièrement, alors tu es dans l'aérospatial et l'aéronautique. Euh, qu'est-ce qui t'y a attiré, tu dirais, quand tu étais plus jeune, puis bon, j'ai cru comprendre que tu avais compris assez tôt aussi qu'il fallait absolument un double projet, que c'était pas possible d'avoir une carrière de haut niveau dans l'escrime et uniquement en escrime, et qu'il fallait forcément travailler à côté. Mais du coup, comment t'as construit ton parcours étant jeune, et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'ingénierie? Écoute, pour moi, ça a été assez simple, en fait. Alors bon, mon père est ingénieur, donc je pense qu'il nous a, transmis, comment dire? Ce réflexe de chercher à comprendre comment fonctionnent les choses, cette curiosité, sur ce qui nous entoure, donc c'était finalement le mot ingénieur ne me faisait pas peur. Ouais. C'était une filière vers laquelle je pouvais me projeter, dès assez jeune. Parce qu'à nouveau, hein, la force de l'exemple, hein, donc j'avais autour de moi un père ingénieur, donc ça me semblait pas être un gros mot. Et ensuite le 2e coup de bol que j'ai eu, c'est que très tôt, vers l'âge de 7-8 ans, je dévorais, tous les bouquins d'astrophysique qui me tombaient sous la main. Donc j'ai Ok. une véritable fascination pour le spatial. Effectivement, je suis ingénieure aéronautique et aérospatiale, mais en fait, franchement, on peut enlever le premier. Mon vrai dada, c'est Ok. vraiment l'aérospatial. Ouais. Et effectivement, enfin, je penser, à l'espace me fascine, m'apaise même. C'est quelque chose qui, c'est quasiment plus spirituel et philosophique que technologique. Je trouve que Hmm. ça remet l'homme à sa place, parce que quelque part, aujourd'hui, on est incapable de comprendre exactement comment l'univers, s'est créé. Alors il y a beaucoup d'hypothèses, et qui, tous les 15-20 ans sont contredites, et quelque part, Ouais. je trouve que c'est intéressant pour l'homme de se dire: «En fait, j'ai une limite à ma connaissance, et tant mieux». Ça pousse aussi à une certaine humilité. On saura jamais, ou en tout cas aujourd'hui, on est incapable de savoir pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Donc Hmm. et pour moi, ça me fait du bien. Voilà, je trouve qu'il y a une notion d'humilité derrière, on n'a pas toutes les réponses, ça remet l'homme aussi à sa place. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fascinant quand je me souviens quand je lisais les bouquins d'astrophysique petite, ou quand je le fais encore, c'est cette immensité, c'est prodigieux, c'est tout simplement prodigieux. Et une fusée, c'est prodigieux aussi. J'ai eu Ouais. la chance d'aller à Kourou. Quand vous voyez Ariane 5 décoller sur le pas de tir, de Kourou en Guyane française, c'est le centre spatial européen en Guyane. Heu, c'est à vous couper le souffle. Ouais. Le sol tremble, il y a une boule de feu qui décolle, et voilà, c'est l'homme qui est capable de faire ça. C'est des milliers d'ingénieurs qui, en mettant, leurs forces ensemble, en coopérant, à l'échelle européenne, arrivent à faire en sorte, qu'aujourd'hui, l'homme puisse accéder à l'espace. Alors en Europe, au travers de satellites, de sondes d'exploration, de l'univers, et puis bah, à l'échelle de la coopération internationale, notamment avec les Américains ou les Russes, on arrive à faire Hmm. des vols habités et à emmener l'homme dans la station internationale. Donc voilà, Ouais. moi je trouve ça encore aujourd'hui prodigieux, et donc très tôt en fait j'ai su que je voudrais un jour travailler dans le milieu de l'aérospatial et contribuer en fait à cette grande aventure humaine. Et pour moi, la façon de contribuer que j'ai trouvée, c'est de participer à la construction des fusées qui permettent ensuite d'emmener, bah, des objets en orbite, ou pas en Hmm. orbite d'ailleurs quand on veut explorer, le fond de l'univers. Ouais. Mais en tout cas, ça passe par des fusées dans lesquelles on va mettre des satellites sous la coiffe. Ok, bon, bah c'est passionnant, et on sent que tu es toi-même vraiment passionné, et tu transmets la passion. Moi, j'avoue, moi aussi, je suis un grand fan d'aérospatial, sûrement un peu moins que toi, mais je trouve qu'il y a effectivement une quête d'identité de l'humain, de l'être humain, dont qu'on a l'impression, enfin, je sais pas si c'est un je sais pas si c'est une fausse illusion, mais j'ai l'impression qu'en découvrant l'univers, en fait, on va découvrir aussi d'où on vient, qui on est, et mieux comment ça fonctionne. Il y a même des théories qui disent que si jamais il existe d'autres formes de vie autre part, finalement, en fait, ça remet tout en cause sur l'existence des religions. Enfin, il y a plein de Mmh, exactement.
C'est pour ça que je dis que c'est quasiment philosophique et spirituel, Mmh. et ça va au-delà de la technologie seule, très Ouais. clairement, ouais. Et tu Et aurais puis après, j'avais cette conscience aussi, tu me posais la question tout à l'heure de dire, le double projet pour toi, ça a été tout de suite, quelque chose que tu as mis en place. Oui, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des parents qui, très tôt m'ont fait comprendre que le sport ne ferait pas tout, encore moins mmh, l'escrime qui est un sport, alors aujourd'hui on peut dire semi-professionnel, mais à l'époque, de mes études, totalement amateur. ouais, Donc il y avait ce besoin quelque part, hein, de pouvoir, subvenir à enfin de gagner sa vie tout simplement, et quitte à ouais. gagner sa vie, autant le faire en vivant une passion. Et puis, donc oui, ce côté financier et puis le risque de la blessure, de la contre-performance qui pouvait faire que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter, et ça, je pense que ça a vraiment été lié à mon entourage. J'ai eu la chance d'être bien entourée par mes parents qui m'ont tout de suite mis ces warnings-là en disant, «Il faut que tu prévois le l'à côté parce que le sport ne durera qu'un temps». Alors c'est vrai parce qu'effectivement une carrière sportive, c'est très court. Moi, j'ai la chance de la faire durer parce que mon corps est résilient et je l'en remercie, Mmh. même si j'ai quand même eu quelques blessures, notamment là sur la fin de cette dernière olympiade, mais des fois c'est très court, hein. Il y a des personnes qui peuvent arrêter leur carrière sportive dès 20 ans, dès 25 ans parce que, Ouais. 2-3 ligaments croisés et puis voilà, et puis c'est le ligament de trop et puis le corps fatigue, donc voilà, il y avait cette conscience très tôt qu'il faudrait, quelque part avoir cet à côté, ce double projet qui aujourd'hui me permet effectivement d'avoir une expérience professionnelle réelle et conséquente, pour envisager ma reconversion après Tokyo, sereinement. OK. Et tu as jamais rêvé d'aller toi-même, dans l'espace, tu vois? Parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as plusieurs qualités. Donc, déjà, quand même un parcours, d'ingénieur, et on voit de plus en plus de gens aller dans l'espace qui ne sont plus des pilotes de chasse. Très bonne condition physique, très bonne, relation sociale, puisque c'est le premier échec les on va dire une des premières choses qui est testée sur les astronautes, c'est leur capacité à s'entendre entre eux et à coopérer, et toi, ça a l'air de plutôt bien se passer, notamment dans le milieu pro. Tu vois, enfin, bref, peut-être que je fantasme complètement, mais c'est une idée qui t'a traversé l'esprit à un moment? Écoute, je te propose, tu vois, de la petite séquence que tu viens de dire là, tu la prends et tu l'envoies à l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui vient de Ouais, lancer, tout un Thomas, processus ouais. de recrutement, en fait, de son futur corps d'astronautes, où ils cherchent notamment des Mmh. femmes, parce qu'il y a peu de femmes qui postulent jusqu'à présent, et ils cherchent vraiment à avoir cette parité, chez les astronautes. Aujourd'hui, il y a une seule astronaute, femme, hein, si je dis pas de bêtises, pour l'ESA, et donc je Ouais. mentirais si je te dis que je n'ai pas ou que je ne suis pas en train d'envoyer ma candidature, pour justement tenter ma chance, parce que quelque part, avant de pouvoir réaliser un rêve, il faut déjà pouvoir, prétendre, il faut déjà postuler. Mmh. La première fois que j'avais entendu parler de cet appel à candidature pour devenir astronaute de l'Agence spatiale européenne, c'était en 2007. Sauf qu'à ce moment-là, OK. c'était les Jeux de Pékin. C'était les Jeux de Pékin et j'avais mis la priorité sur le sport, et je m'étais dit: «Bon, je verrai dans 4 ans, je verrai dans 8 ans, de toute façon, il y aura d'autres appels à candidature», sauf que non! Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu, donc ça fait, tu vois, depuis 2007, que l'ESA n'avait pas réouvert des postes pour devenir astronaute, et je me Ouais. souviens qu'à l'époque, il y avait une limite d'âge qui était de 35 ou 36 ans. Donc là, je l'aurais dépassé, sauf que, bah, coup de bol, ils ont rehaussé cette limite d'âge. Alors, il est préconisé d'avoir en dessous de 37 ans, je crois. Moi, j'en ai 38, mais c'est possible, en tout cas, d'avoir plus. Jusqu'à 50 ans, en fait, OK. on peut postuler, à cet appel à candidature. Donc, oui, bien sûr, j'ai toujours, rêvé d'aller dans l'espace. C'est quelque chose, c'est mon grand bleu à moi, si je dois le Ouais. dire de manière simple. Je comprends, très bien Jacques Mayol, dans ce qu'il peut ressentir quand il plonge dans les profondeurs. Mmh. Si moi je l'imagine, dans l'immensité, de l'espace. Bien sûr. Et donc, bah, écoute, oui, je suis justement en train de remplir ma candidature, donc avec la conscience qu'il y a peu d'élus à la fin, mais à nouveau, c'est j'ai quand même cette philosophie dans la vie de ne pas regretter, Ouais. et je regretterais de ne pas avoir, candidaté, donc voilà, comme au loto quoi, je tente ma chance. Bah, tous ceux qui ont réussi, ont essayé, hein, ont tenté. Donc, Mmh. écoute, là, je suis à côté d'une petite table en bois. Franchement, je touche du bois, pour toi, parce que
Ça serait vraiment fantastique. Et puis, enfin, tu vois, là, je vois des petites étoiles dans les yeux. Quand je regardais, quand je faisais mes petites recherches et que je regardais des vidéos, on sent que on sent que c'est plus qu'une passion, quoi. C'est plus qu'un métier. C'est quelque chose qui fait vibrer. Écoute, si t'as cette chance-là, pour être un peu fan, je l'avoue, d'Elon Musk, et que tu vois, quand il annonce qu'il veut envoyer des civils dans l'espace. Bah moi je suis ça de près parce que je rêve effectivement d'y aller, d'avoir cette chance de voir la Terre de très très haut, de pouvoir vivre toute cette expérience euh, complètement enfin presque surnaturelle, quoi, en fait. Enfin, finalement on se raccroche aux lois de la physique, mais ça serait formidable. Donc écoute, je te le souhaite, et ça serait vraiment très beau et mérité, je pense. Ouais, et puis j'invite tous ceux qui peuvent nous écouter à en faire de même s'ils ont toujours rêvé un jour de pouvoir aller dans l'espace et de contribuer à cette aventure humaine. Faites-le, quoi. Candidatez, n'hésitez pas. Euh, c'est une chance inouïe que l'ESA nous donne de pouvoir postuler, et je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. D'autant que les profils aujourd'hui qui sont recherchés sont très divers, hein. Effectivement, il n'y a plus besoin d'être pilote de chasse. Le fait de ne pas avoir une vue parfaite, ça aussi, c'est devenu un faux problème. Et puis surtout, j'ai envie de faire passer un message. Aujourd'hui, ils ouvrent une candidature aussi pour les para-astronautes. Donc des personnes qui seraient en situation de handicap peuvent aujourd'hui rejoindre le corpus d'astronautes de l'ESA, même en ayant des handicaps. Donc ça s'appelle des para-astronautes. Et là aussi, n'hésitez pas. En fait, personne n'est fait pour aller dans l'espace. On est tous handicapés une fois qu'on est Bien en sûr. apesanteur. Donc je trouve que c'est une très belle initiative qui a été prise par l'Agence spatiale européenne. Et la technologie saura pallier pour faire en sorte qu'une personne en situation de handicap, une fois qu'elle est là-haut dans la station internationale, finalement, elle soit comme nous. Parce qu'à nouveau, le corps humain, il n'est pas fait pour ne pas avoir de gravité et être en microgravité. Donc, on sera tous très Mm. clairement à égalité une fois dans la station internationale. Et tu parlais d'Elon Musk. Elon Musk, il a totalement disrupté le domaine de l'aéronautique, Mm. enfin de l'aérospatial. Et aujourd'hui, on parle de la Lune, on parle d'avoir une station en orbite de la Lune, on parle de cette station en orbite de la Lune pour être une étape pour aller vers Mars. Enfin, c'est des mots qu'on ne s'autorisait plus depuis 50 ans. Et donc, je pense que dans les Ouais. 20-30 prochaines années, on va avoir une accélération incroyable de l'exploration spatiale, de la présence de l'homme dans le système solaire. Ça va commencer par des pionniers, comme toujours. Mm. Mais on va bien plus loin que le simple tourisme spatial dont tu parlais. Et ce corps d'astronautes qui sera pris, les 10 ou 20 heureux élus, si j'augmente pour la réserve d'astronautes, auront la chance de participer justement à cette aventure, à cette quête, pour aller tester ce que donne la présence de l'homme au sein du système solaire, Lune et Mars compris, quoi. Donc c'est totalement dingue de se dire qu'on peut faire partie de ce grand projet. Ouais, bah écoute, tu m'as donné envie de postuler. Là, voilà, c'est Je suis décidé. Je vais contente. essayer. C'est ouvert à tous. Et puis, ouais, je me sens l'âme de réussir. Donc, écoute, je vais tenter. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est un sujet infini. On pourrait en parler pendant des heures tous les deux, je pense. Mais peut-être, est-ce que par rapport justement, tu vois, à cette exigence que tu vois dans l'écosystème de l'aérospatial, parce que c'est quand même un milieu très exigeant, tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est des temps de développement très longs. Enfin, je vois beaucoup de, mine de rien, de points communs avec un peu le sport de haut niveau, avec tu vois, des grandes échéances qui peuvent être la sortie d'un projet, avec des corps de métiers peut-être très spécifiques et qui doivent travailler les uns avec les autres, et puis peut-être quelqu'un qui pilote un peu tout ça. Toi, est-ce que tu as vu des passerelles, ou en tout cas ton des aptitudes que tu as développées sur un côté de ta vie qui t'ont servi dans l'autre? Par là, bah, j'entends effectivement des aptitudes que tu as pu développer à travers le sport de haut niveau, et qui ont été bénéfiques pour toi dans ton métier, et à l'inverse, des choses que tu as développées à travers ton métier et tes compétences professionnelles qui ont été bénéfiques pour ta pratique de l'escrime.
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, oui, tu as totalement raison. Aujourd'hui, développer un projet spatial, un projet de véhicule spatial comme le lanceur Ariane 6 qui décollera normalement en 2022 de Kourou, c'est des années de développement. C'est entre 6 à 8 années de développement. Quand je dis développement, c'est on part de l'idée de faire un lanceur jusqu'au moment où on finit par passer en phase de production et ensuite le lanceur décolle de la base spatiale. Euh, mais une quête olympique, c'est pareil. C'est un temps long. On se réveille pas la veille du début de la qualification, soit un an avant les Jeux, en se disant tiens, j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques. C'est des projets qui commencent 4 ans, 8 ans, parfois 12 ans avant. Donc effectivement, il y a cette capacité à se préparer, à travailler, à aller étape par étape pour monter les échelons. Alors, dans le domaine aérospatial, on appelle ça des maturity gates, mais en fait, chaque compétition est une sorte de maturity gate où tu vas te jauger, où tu vas t'évaluer, où tu vas regarder ce qui te reste encore à travailler, parce que ça passe par du travail, en fait. Ouais. Travailler pour progresser. Et puis, il y a cette notion de coopération qui est essentielle. On ne fait pas un lanceur spatial tout seul, c'est un lieu commun de le dire, mais néanmoins, enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui le lanceur Ariane, c'est une production européenne, c'est des industriels européens qui coopèrent, qui travaillent ensemble. Il y a des milliers d'ingénieurs qui font converger leur expertise, leurs compétences pour rendre ce projet possible. Mais le sport de haut niveau, c'est pareil. Un sportif n'est rien tout seul. Il n'y a pas d'expérience sportive, même si on est seul sur la piste face à son adversaire. Il n'y a pas de performance qui soit purement individuelle. Il y a toujours tout un écosystème, il y a tout un staff autour de soi. Et il faut le bâtir, ce staff. Hein. Il nous est pas toujours donné. Donc avec l'expérience, c'est forcément plus simple. Mais moi, j'ai tout un écosystème autour de moi qui permet cette performance. C'est une équipe qui est multidisciplinaire. Et en fait, c'est eux qui me permettent d'accéder à l'excellence, c'est eux qui me permettent d'individualiser, d'aller dans la finesse, parce qu'à un moment donné, pour progresser encore plus quand on prend de l'âge, chaque pas de progression, chaque petite marche à passer, et demande de plus en plus de temps, de plus en plus de finesse, de plus en plus d'exigence, d'attention cognitive. Quand on est jeune, au départ, on appuie sur un bouton, on progresse. Hein. Ça, c'est la base. De toute façon, il y a tellement de trucs à travailler que l'entraîneur, il a juste à appuyer sur ça, tac, je veux dire, il y a un progrès. Mais avec le temps, non, c'est beaucoup plus fin. Et donc, il y a besoin d'avoir des experts autour de soi, des compétences qu'on n'a pas. Il faut s'entourer des compétences qu'on n'a pas, en fait. Donc voilà, ça, c'est des parallèles qui sont évidents. Savoir s'adapter, évidemment, se remettre en question, parce qu'il y a forcément des difficultés. Quand on parle d'un chemin qui dure 8 ans, on sent bien que ça va pas être un long fleuve tranquille, c'est pas une courbe linéaire, hein, donc il y a des hauts, des bas, des contre-performances, des blessures. Dans l'aérospatial, il y a des difficultés techniques, technologiques, des obsolescences qui peuvent arriver. Donc voilà, il y a évidemment la capacité à s'adapter, à gérer l'échec, à rebondir. Tout ça, c'est des parallèles que je peux faire d'ailleurs en faisant des conférences où je m'amuse justement à adresser ces parallèles qui peuvent exister entre le monde professionnel, le monde de l'entreprise et celui du sport que je connais, parce qu'en plus, je trouve que un des parallèles qui va bien au-delà de l'industrie aérospatiale, c'est que même dans sa vie professionnelle, on doit à la fois gérer sa carrière à soi et en même temps s'insérer dans un collectif de travail. Quel que soit le projet dans lequel on s'insère, on est toujours avec une équipe autour de soi. Et donc, c'est comment on met l'individu au service du projet collectif et comment aussi le projet collectif nourrit l'individu. Et ça, c'est des parallèles que j'aime faire et que je fais en conférence parce que ça réunit mes deux univers, en fait, mes deux expériences que j'ai toujours Ouais. vécues en parallèle. Ça me permet de voilà, de moi-même, hein, ça m'apprend plein de choses. Le fait de faire ces conférences, ça m'oblige à mettre des mots sur de l'expérientiel. Et donc ça renforce encore plus ses acquis. Donc voilà, donc des parallèles, il y en a plein. Et après, évidemment, hein, je suis une seule et même personne, donc forcément, ce que j'ai appris dans un domaine, je le mets au service de l'autre. Enfin, je suis pas le matin Ouais. l'ingénieur et l'après-midi la sportive, et heureusement. Et je trouve que la richesse, elle vient de là, justement, de faire converger et de mettre à profit mes différents univers. Mais bien sûr, dans le sport, la capacité la force comment dire, à se dépasser, le goût de l'effort, la capacité de concentration, ça, c'est des choses que je vais mettre au service de ma vie professionnelle. Et puis, côté vie professionnelle, c'est le côté, finalement, l'ingénierie, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes, à prendre du Ouais. recul, à pouvoir explorer tout un champ de solutions. Et ça, en fait, je le mets à profit
aussi cette façon de réfléchir, l'ingénieur, ce côté analytique, je le mets à profit aussi pour résoudre des problématiques qui peuvent m'arriver dans ma vie sportive. Donc voilà. Je sais pas si j'essaye de répondre de manière synthétique, mais c'est un champ d'exploration qui est hyper large, cette question que tu m'as posée. Ça fait des conférences, ça, hein, tu sais. Non, mais c'est hyper intéressant et puis ça me parle aussi. Et tu vois, je me reconnais beaucoup en toi. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez analytique qui aime bien poser les problèmes à plat, prendre des décisions à froid et toujours essayer de décomposer au maximum les problèmes. C'est ce qu'on m'a appris et je le retrouve aussi dans le sport en fait. Tu vois, de me dire comment optimiser un peu mon entraînement, comment voir les points essentiels quand je vais aborder une compétition. Alors c'est peut-être pas les Jeux Olympiques, mais tu vois sur un triathlon qui va être important pour moi, comment me concentrer, comment optimiser, comment améliorer mon processus d'entraînement aussi, je le vois et effectivement ce type de passerelle là, je le fais et c'est encore plus percutant, je trouve, quand de te l'entendre dire parce que déjà avec des mots différents et, euh, et notamment parce que ça confirme un petit peu ce que j'avais pressenti, c'est que le sport, peu importe le niveau, en fait, tu peux créer plein de passerelles avec ton métier et ta vie et ces vecteurs de plein de bonnes choses. Tu vois, tu parlais de goût de l'effort, de concentration. Je veux dire, c'est deux choses qu'on perd, tu vois, avec les futures Mmh. générations. J'ai l'impression, donc ou qu'on perd avec notre société qui nous apprend à avoir toujours plus de confort, plus de tout et qui est facilité et tous les problèmes qui se résolvent facilement. Donc c'est hyper intéressant. Et mais du coup entre ton métier, le sport, l'écriture d'un livre. Ensuite, on va le voir ton engagement au sein de la CAN. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes en une et que tu te dupliques. Et là où je suis très curieux et là aussi, c'est peut-être un point commun qu'on a, c'est que je suis très multicasquette et j'ai plusieurs projets en parallèle. Et du coup, je serais curieux un peu de savoir comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu priorises. Et peut-être par rapport à ton organisation, moi je sais que je suis un mania de la productivité et de l'organisation, donc je serais curieux un peu de te challenger, savoir un petit peu comment est-ce que tu t'organises, comment t'organises ta semaine, tes journées, des outils, des ressources, des choses que tu as lues, comment on peut gérer quatre projets aussi distincts les uns des autres en parallèle de tout ça. Bah, écoute, j'ai fait une invention incroyable, j'ai inventé la journée de 30 heures. C'est pas vrai, j'ai pas réussi encore. J'ai pas réussi, je Euh, bug, comme tout le monde sur la notion de temps incompressible, effectivement, tout Bah, faire dans rentrer l'espace, dans c'est pas 24 heures. compressible. Enfin, c'est dans l'espace, le temps est différent. Le temps est différent, alors effectivement, mais bon, faut ouais, c'est lié à la vitesse relative en même temps, oui, donc plus tu vas vite, plus le temps, effectivement se ralentit, mais en même temps, il y a pas de gravité, donc bon, bon an, mal an, entre la Terre et la station internationale, c'est quasiment kiff-kiff. Bon, tu vieillis quand même plus vite dans la station internationale, mais C'est bon, vrai, ça faut se le joue à très mentionner. peu. Du coup, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la notion, c'est de prioriser, évidemment, de pas tout faire en même temps. Alors moi, mon échelle de temps, ma véritable échelle de temps, en fait, c'est pas de l'ordre de la journée, c'est 4 ans. Donc je fonctionne en Ouais. cycle olympique, en fait, et sur ce cycle olympique, bah, je vais mettre des priorités à différents endroits en fonction du moment où je suis. Juste après les Jeux, en fait, je peux mettre la priorité sur ma carrière professionnelle. Et donc là, je peux être sur des périodes où je travaille à 100%. Puis au fur et à mesure du cycle olympique, quand ça commence, bah là, je me mets en temps partiel. Donc je vais commencer à me détacher, 75%, 50%. C'est difficile de faire plus de 50% parce qu'après, en plus, j'ai commencé à prendre des responsabilités dans l'industrie aérospatiale. Notamment, je manageais un laboratoire d'innovation. Et donc bon, déjà, manager à temps partiel, c'est pas simple. Donc, quand on est en dessous de 50%, ça n'a plus vraiment de sens. Quand on est jeune ingénieur, ça va, Mmh. mais après, c'est plus compliqué. Donc après, à l'approche des Jeux Olympiques, quand on arrive à 1 an et demi des Jeux Olympiques, à ce moment-là, je suis détachée à temps complet. Et donc, je suis totalement dédiée à l'entraînement, au fait de partir en compétition et d'être dans la recherche de performances sportives. Donc, en fait, tu sens bien que tout n'est pas fait en même temps. Et donc, bah, souvent, l'écriture, elle vient dans ces moments où je me détache peu à peu de mon travail pour basculer sur du temps d'escrime. Parce que c'est aussi quelque chose
qui me fait du bien, qui me maintient dans un à côté, parce que du sport, ça peut devenir aussi un peu obsessionnel et j'ai besoin d'avoir ces bulles d'air à côté. Et puis après, il y a par contre un outil qui est formidable pour moi, c'est la capacité à dire non par moment. C'est dur de savoir dire non, mais aujourd'hui, grâce à une définition précise et claire de mes priorités, de mes objectifs, en fait, je n'ai aucune difficulté à dire non et à expliquer pourquoi je dis non de manière très assertive. Donc, quelque part, ça me permet aussi à un moment donné de pas créer cette espèce d'entonnoir où on est par monts et par vaux et jamais au rendez-vous. Je te dis ça parce que je me suis plantée auparavant. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai pas su dire non Bien sûr. auparavant qu'aujourd'hui j'ai mis cet outil en place qui est quand même assez prodigieux. Et donc voilà, je pense que, mais évidemment, tu l'as dit, ça passe par le fait de prioriser et il faut pas faire l'économie de se poser la question, de se dire attends, là dans la séquence, c'est quoi ma priorité et tout ce qui m'en éloigne, bah si ça me fait du bien, ok, parce que quelque part c'est aussi important de se recharger des batteries avec des projets personnels qui sont motivants. Mmh. Parce que là où on pourrait penser qu'on perd de l'énergie, en fait, on en gagne, c'est du bonus. Ça vous recharge. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, c'est de l'énergie positive. Ça vous remplit plus que ça ne vous fait perdre du temps et de l'énergie. Donc ça, on peut garder éventuellement, mais ça veut dire de bien le planifier. Et tout le reste, tout simplement, ça dégage. Hein. C'est très simple. Hein. C'est juste que c'est non prioritaire et ce sera remis à plus tard, tout simplement. Ouais. Ouais. Bah, écoute, moi je te partage ma petite routine. Moi j'ai un outil de to-do list où je note toutes les idées, les propositions, tout ça, et ça rentre dans une espèce de matrice un peu psychologique. C'est première question, est-ce que ça va vraiment te permettre d'atteindre plus vite ou mieux tes objectifs? Ça c'est la première question. Donc si la réponse est positive, bah ok, je le garde et je vais ensuite le reprioriser plus tard pour voir à quel moment je le fais. Ensuite, c'est est-ce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce projet, et ce qui peut me mener à des choses qui vont être vraiment intéressantes. Et si si les deux premières questions sont répondues non, bah je dis je suis un peu comme toi, je dis ciao. Mais le fait de rationaliser un peu ce process, je trouve que c'est vraiment utile. Tu vois, pour apprendre à dire non et pour faire tout ça. Et donc écoute, super intéressant. T'es finalement plus ingénieur que moi, regarde. Hein. Moi, je te l'ai dit de manière intuitive, et quelque part, ce que je dis là de manière intuitive, c'est exactement ce que toi t'as rationalisé dans ton process. Moi, j'ai dit tout ce qui te fait converger vers l'objectif, tu gardes, c'est ta première question. Et j'ai dit si ça te fait plaisir et que ça te donne de l'énergie positive, tu gardes, c'est ta deuxième question. Ouais. Sauf que moi, je le fais de manière beaucoup plus instinctive. C'est Bah, marrant. t'as de la chance parce que moi j'ai besoin Mais de le non, mais poser sur papier et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu m'as posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que m'avait apporté le sport. Le sport m'a apporté de l'instinct. Le sport m'a ouais. apporté la capacité à faire confiance à mon intuition. Parce que l'intuition, en fait, c'est de l'intelligence. C'est une intelligence liée au fait d'avoir expérimenté par le passé une multitude de situations qui fait qu'on est capable de la reconnaître et de prendre la bonne décision. Et ça, en fait, c'est une intelligence qui est très peu valorisée dans le monde de l'entreprise, encore moins valorisée dans le monde de l'ingénierie. Mais quelque part, c'est une forme d'intelligence, c'est une intelligence situationnelle. Et Ouais. aujourd'hui, je m'en sers énormément. Et je m'en sers dans le sport, mais je m'en sers aussi dans ma façon de gérer ma vie professionnelle. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'explique pas, et pour autant, c'est quelque chose que les équipes peuvent ressentir. L'instinct, c'est difficile à rationaliser en réunion, mais pourtant, c'est quelque chose qui peut embarquer aussi parce que on sent quand c'est la bonne décision, et on fait confiance aussi à quelqu'un qui peut avoir de l'expérience et qui peut avoir ce ressenti de faire ce bon choix parce que basé sur de l'expérientiel. Ouais. Bah, tu vois, autant je suis d'accord avec toi sur les profils un peu multicasquettes et notamment parmi les athlètes qu'ils ont beaucoup plus d'instinct que les autres. Mais sur ceux qui sont vraiment dans des parcours un petit peu classiques et protégés et qui n'ont pas forcément de double parcours, j'ai pas le même sentiment sur l'instinct, mais peut-être que je me trompe. Tu vois, au contraire, je trouve qu'effectivement, quand tu développes plusieurs univers et plusieurs compétences, ça te développe énormément d'instinct parce que tu fais des passerelles en fait inconscientes entre tout ça. Euh, mais ouais, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ce que je dis, hein. Hmm. Si, c'est exactement ce que je dis. Je dis que c'est parce que tu as vécu une multitude de Ouais. situations Ok. dans différents contextes Ok. que du coup, ça te fait une base de données de situations, et c'est là-dedans que tu vas piocher en fait. Ouais, bien sûr. Ton instinct, il se base sur quelque chose, sur un vécu. Il va chercher en banque
pour pouvoir trouver une réponse et prendre la bonne décision. C'est pas complètement abstrait, hein, l'instinct, hein, et Ouais. l'intuition. Donc en fait, c'est effectivement, plus tu auras eu différents parcours, plus tu auras connu d'expériences, plus tu auras échoué, plus tu auras eu de casquettes au sein d'une même vie, plus tu auras dans ta banque de données des situations et des expériences de vie. Et Mmh. l'instinct, il va aller piocher là-dedans. Ouais. Donc c'est très vrai, ça dépend beaucoup de ton parcours. Et plus les parcours sont riches, plus tu peux t'appuyer en fait sur ton intuition. Ouais, Parce que c'est le vrai. socle est solide. OK, bah, je suis tout à fait d'accord. En plus, là, j'ai écouté une interview là d'un très grand entrepreneur que j'aime beaucoup, qui a créé une société qui s'appelle Open Classroom, qui est tout simplement de l'école en ligne. Et je trouve que c'est très beau. Leur mission est absolument de rendre l'école accessible à tout le monde. Et la mission est très belle. Et il disait, ouais, on s'autorise plus à échouer aujourd'hui dans notre société. On met pas assez en avant les échecs. Et lui, son conseil, c'était de tester tous les métiers, de tester plein de choses, d'être vendeur de glace, d'être laveur de carreaux s'il le faut. Et en fait, C'est ça te fait c'est grandir, quoi. c'est le fameux connecting the dots Mm. De Steve Jobs. Ouais. de Steve Jobs, exactement, Mm. quand il va mêler infographie et puis construction d'ordinateur. Mm. Donc évidemment, et pour en revenir sur l'instinct, un sportif, quand il est sur le field of play, quand il est sur le terrain, quand il est sur la piste, quand il est sur le stade, heureusement que c'est son intuition, à un moment donné, qui parle. Enfin, je veux dire, le temps du sport de haut niveau est beaucoup trop court pour avoir le temps de mettre en place un process qui fait dire que, tiens, mon adversaire est à telle distance, ça là, mais là, la cible est ici, je vais donc faire ce geste. Trop tard, je suis touché. Donc c'est bien parce qu'auparavant, lors de l'entraînement, j'ai répété des centaines et des centaines de fois un geste technique, je me suis confronté à des centaines et des centaines de fois à des situations tactiques, que le jour J, face à mon adversaire, je vais être capable de prendre la bonne décision au bon moment et de faire le bon geste, sans même avoir besoin de le conscientiser. Mm. C'est exactement Ok. ce processus-là qui arrive. Le coup génial, c'est pas quand il se produit qu'il est génial. Il est génial parce qu'il a pu se produire, parce on a travaillé auparavant pour qu'il se produise. C'est ça qui est génial. Ouais. Et qu'effectivement, ça sort tout seul. Ça sort tout Mm. seul en mode pilote automatique. Mais ça, il est automatique parce qu'on l'a automatisé. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et à nouveau, c'est cette fameuse base de données de situations vécues auparavant. C'est à ça que sert Ouais. l'entraînement. Et tu penses pas, je digresse un petit peu, mais là je viens de connecter un point justement. Tu penses pas que justement les sports de duel ou d'affrontement ou d'opposition plutôt favorisent justement l'instinct et la prise de décision? Je te fais un exemple imagé. Le sauteur en hauteur, il va répéter son geste, il va répéter son geste, il va répéter son geste. Il n'est pas face à une situation à laquelle il n'est pas habitué, si tu veux, entre guillemets. Il n'a pas forcément besoin de prendre une décision. Il doit se concentrer très fort, il doit prendre en compte les éléments autour, mais il connaît la situation. Toi, tu te retrouves en face de quelqu'un dont tu vas pas forcément connaître le jeu, qui va avoir une stratégie, qui va avoir une tactique, il va y avoir des éléments perturbateurs en plus. Tu trouves pas que c'est quand même on parlait de tennis tout à l'heure, c'est quand même des sports qui développent un peu cet instinct, ce choix, cette prise de réaction, cette capacité à rebondir tout de suite, plus que d'autres sports finalement. Euh, je viens de sortir ça comme ça. Hein, tu vois, t'as le droit de me dire, oula, t'es En parti trop loin là. non, non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sport dont on fait jamais le tour, du coup. Tous les sports d'opposition, on n'en fait jamais le Clairement. tour parce que je suis pas dans la tête de mon adversaire, l'adversaire est pas dans ma tête. Moi-même, je sais pas forcément le coup que je vais faire au moment où je le fais. Donc, à partir de ce moment-là, on sent qu'on aura beau avoir fait toutes les analyses vidéo du monde, à un moment donné, c'est quand même ce qu'on va ressentir avec ses sensations du moment, avec la situation qui se présente. Euh, la touche, elle va se décider dans l'instant, en fait. Hein. Ça sert à rien de trop l'anticiper. Et d'ailleurs, souvent, quand on anticipe, on a tout faux parce qu'il suffit que l'adversaire fasse quelque chose qui n'est pas prévu et d'un coup la tactique s'effondre. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça va développer la capacité à prendre la décision dans l'instant, à s'adapter si besoin. Après, le point commun de tous ces sports, c'est la capacité de concentration. C'est parce que tu vas être dans l'instant présent au centième, au millième près, que soit ton geste technique sera réalisé à la performance quand on est des sports de performance métrique, on va dire, comme tu disais, le saut en hauteur ou la natation, où là, c'est la concentration que tu mets dans ton geste qui va rendre le geste précis et donc parfait, quasiment.
C'est d'ailleurs pour ça que certains athlètes utilisent l'hypnose, hein, quand Mmh. se mettent un peu en état d'auto-hypnose avant de faire leur saut, avant de faire leur course. Et nous, c'est cette concentration, le fait d'avoir tous nos sens connectés dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, on dit ça, hein, qui va faire qu'à un moment donné, on va ressentir notre adversaire et on sera capable de prendre la bonne décision, de lancer l'attaque au bon moment, à la bonne distance. Donc moi, je trouve que Mmh. dans tous les cas, l'exigence que ça demande Ouais. cognitivement est exactement la même. OK. Ouais, c'est vrai que ça se traduit pas exactement de la même façon, sensoriellement, mais en tout cas Mmh, le travail intérieur, il est très fort. mmh. Écoute, il y a un dernier sujet que j'aimerais bien beaucoup aborder avec toi. Le temps va très vite et comme j'ai un peu l'impression d'être avec mon penchant féminin en plus fort, mieux et encore plus intelligente, ça pourrait durer pendant des heures et je sais que tu as un programme très chargé. Mais ce dernier sujet, c'est un sujet très important euh, parce que on va dire le public ne le connaît pas assez et pourtant c'est une commission qui est en train de monter, de prendre du poids et dans laquelle tu es investi. Et si ça prend du poids, c'est justement parce que des personnalités géniales comme toi, ils passent du temps et font avancer les choses. C'est celui de la CAN, donc la commission des athlètes de haut niveau. Est-ce que je serais de curieux de savoir, déjà de te l'entendre pitcher. On en a déjà parlé sur un autre épisode avec Ayodele Ikwesson qui était vraiment passionnant. Mais j'aimerais bien entendre toi l'exprimer avec tes propres mots et dire quelle est ta mission aujourd'hui de cette commission et quels sont tes combats à travers, enfin tes combats. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas quels sont les chantiers sur lesquels tu travailles. Ouais, bah, alors effectivement, la CAN, en fait, c'est la commission des athlètes du haut niveau du Comité national olympique et sportif français. Donc c'est une commission, qui est composée d'olympiens et qui est élue par ses pairs. Donc Mmh. c'est, vraiment la seule commission d'athlètes élue par ses pairs. Quand je dis ses pairs, ça veut dire les sportifs de haut niveau français et les Actif. olympiens sur les ouais, actifs et les olympiens Mmh. sur les 3 dernières olympiades, sport d'été et hiver, confondus et l'objectif de Para et non, hiver-été, alors ah OK. pas encore, même si on intègre des sportifs paralympiques, des athlètes paralympiques dans notre commission, en tant que membre de droit, et qu'on crée des synergies, directes et beaucoup de liens avec la commission, avec les athlètes paralympiques. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle, en France le Comité national olympique et le Comité paralympique. Et aujourd'hui, Ouais. c'est 2 entités qui sont distinctes. On verra à terme si elles convergent, pour ne devenir plus qu'une seule entité, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc chaque entité en fait est amenée à avoir sa commission d'athlètes. Aujourd'hui, je sais que le comité paralympique est en train de voir pour constituer sa commission d'athlètes. Donc à terme, il y aurait 2 commissions, une commission d'athlètes olympiques et une commission d'athlètes paralympiques, si je raccourcis. Mais aujourd'hui, cette commission d'athlètes de haut niveau du CNOSF, en fait, intègre en son sein des athlètes paralympiques, bien évidemment. Et le but, en fait, de cette Mmh. commission, hein, c'est de représenter les intérêts des athlètes français et de les accompagner au mieux, que ce soit dans leur quête de performance sportive, mais aussi dans leur parcours de vie extrasportif. Quand on dit ça, hein, on sent bien qu'on va faire appel au double projet, à la reconversion, aux aides financières, à l'accompagnement médical, psychologique, aux sujets comme le dopage. Et Mmh. pour que ça marche, en fait, très clairement, bah, il faut se structurer. Il faut se structurer entre athlètes pour pouvoir, pour qu'on soit en mesure de pouvoir consulter les athlètes qu'on représente, pour pouvoir s'en faire le relais auprès des instances du sport français, auprès des pouvoirs publics. Et puis l'objectif, bah, c'est d'être finalement un réseau d'athlètes solidaires où on crée du lien, bien sûr à l'échelon de la France, mais aussi à l'international, de manière à pouvoir échanger des bonnes pratiques entre les sportifs. On a tous des parcours et des statuts particuliers. Il y a les sportifs professionnels, il y a les sportifs amateurs, il y a les sportifs d'hiver, d'été, il y a ceux qui sont en activité, en reconversion, il y a ceux qui sont à Paris, pas à Paris. Et Ouais. chacun a ses spécificités, ses problématiques, et c'est parce qu'on va échanger, faire du partage d'expériences, se structurer, se mettre en réseau qu'on va aussi créer de l'intelligence et pouvoir mieux s'aider les uns les autres. Et puis il y a aussi mission qui est importante, c'est je l'ai dit en préambule, mais c'est de faciliter les conditions de l'excellence sportive des athlètes français, encore plus sur ce mandat à venir, puisque ce sera quand même l'Olympiade qui va voir les Jeux d'été qui seront organisés à la maison à Paris en 2024. Donc c'est essentiel pour que ces Jeux soient une réussite que la délégation française olympique et paralympique soit au rendez-vous au niveau du compteur des médailles. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'état d'esprit de cette commission. Et après, on est sur des choses très concrètes. Typiquement,
sur le mandat précédent, on a pu aller sur des thématiques très fortes comme la lutte contre toutes les formes de discrimination et toutes les formes de violence, notamment les violences sexuelles. On a pu aller sur des thématiques comme la reconversion et le double projet. Voilà, donc on a aussi participé à un projet de loi sport et société pour on va dire améliorer la place et le rôle des athlètes dans les instances du sport français, avec notamment des voix délibératives et non plus uniquement consultatives, parce que bon, c'est facile de consulter les athlètes et de leur demander leur avis, mais faudrait pas que ça devienne non plus la caution morale, le tampon moral, et on a envie aussi de pouvoir peser dans les décisions, et ça passe par le fait de siéger dans les instances et surtout d'avoir cette voix délibérative qui puisse nous être donnée pour que finalement les sportifs qui sont les premiers acteurs directs du sport puissent être représentés. Donc voilà, c'est un sujet, tu le vois, ça m'enthousiasme. Moi, je trouve que c'est... Ouais. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir été élue par les autres sportifs, de pouvoir continuer ces sujets qui sont hyper intéressants, hyper formateurs. Voilà, donc moi je suis très contente de faire tout ça en plus avec une bonne bande de copains en fait quelque part, parce que je le disais, c'est des belles rencontres à nouveau. J'ai la chance d'aujourd'hui d'avoir des amis dans cette commission d'athlètes parce que on s'est rencontrés là, on a mené des projets à bien et puis on se comprend entre sportifs. On est passé par les mêmes difficultés, on ne les a pas tous résolus de la même façon, mais quelque part on a le même ADN et surtout on a les mêmes valeurs, donc c'est hyper facile de travailler ensemble. Ok, bon bah génial, et effectivement encore une fois on sent que la passion est là, et je voulais aussi te poser la question un peu du pourquoi. On en a parlé plusieurs fois. Toi, pourquoi t'as voulu justement t'engager dans cette commission? Écoute, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi de m'engager. Je dis pas que je suis une révoltée, pas du tout, mais j'aime quand les choses sont justes. Et quelque part, c'est aussi une façon de transmettre. C'est-à-dire que si on peut faire gagner du temps à la jeune génération, faisons-le, quoi. Les anciens, ceux qui ont le plus d'expérience, on est passé par certains écueils. Et franchement, je pense qu'on aurait pu économiser certaines épreuves si on avait été mieux informé, si on avait été mieux accompagné. Et finalement, c'est la vocation aussi de cette commission, c'est d'aider la jeune génération, notamment la génération qui ira vers les Jeux de Paris 2024 ou celle qui va aussi aller vers les Jeux de Pékin 2022, parce qu'il faut pas oublier les sports d'hiver. Voilà, c'est de leur faire gagner du temps dans leur quête de performance et que tout soit facilité pour que finalement ils puissent réaliser leurs rêves, parce que c'est ça l'objectif. Et en même temps, c'est de dire aussi, un athlète, c'est pas qu'un athlète. Un sportif, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un homme, c'est aussi une femme, c'est quelqu'un qui sera un citoyen français, un citoyen du monde demain, et ce sera quelqu'un qui sera un ambassadeur aussi, qui portera des valeurs fortes, qui pourra jouer le rôle de rôle modèle. Et quelque part, c'est aussi ça qu'on a envie de démontrer, c'est que ça va au-delà de juste sa performance sportive. Voilà, on est des citoyens à part entière, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette vocation à pouvoir prendre la parole sur des sujets de société. Ouais. Et c'était pas forcément le cas avant, et je pense qu'aujourd'hui, être un athlète, aujourd'hui, c'est aussi être un homme, être une femme, être un citoyen et prendre sa part dans la société, quoi. Ok, bon bah génial, génial. C'est des sujets en tout cas passionnants, et peut-être pour bien comprendre, je sais pas comment vous êtes organisé, mais est-ce que vous avez des sujets chacun sur lesquels vous travaillez, pardon, de manière plus précise? Toi, quels sont les sujets sur lesquels tu avances, tu travailles? Parce que j'ai cru comprendre que c'était réparti un petit peu par thématique, et savoir un petit peu quelles étaient tes Ouais, missions au sein de ces thématiques. exactement. En fait, on fonctionne par groupe de travail. En fait, donc on est la commission des athlètes, c'est entre 40 et 50 athlètes, et forcément, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et puis il y a des thématiques qui nous tiennent plus ou moins à cœur. Donc en fait, on demande au début sur quel sujet chacun souhaiterait s'impliquer. Et typiquement, il y a différents groupes de travail. Il y a des groupes de travail sur la mise en place d'événements bleus, si tu veux, de partage d'expériences entre athlètes. Il y a des groupes de travail sur donc la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence, j'en ai parlé. Il y a un groupe de travail sur les conditions de la performance, comment faire en sorte que
les conditions de l'athlète soient facilitantes pour qu'il accède à la performance. Il y a un groupe de travail sur sport et femmes, sur la place de la femme dans le sport, sur la prise en compte de la spécificité de la femme dans sa quête de performance. Là, je pense au cycle menstruel, je pense à l'endométriose, je pense à la prise en compte de la maternité. Il y a un groupe de travail également sur le droit des athlètes, sur des projets de loi qui pourraient toucher au statut du sportif de haut niveau, sur l'accompagnement juridique des athlètes aussi pour pouvoir mieux les équiper dans tous ces à côté juridiques, ça va d'un contrat de sponsoring aux règles juridiques au jeu, à la fiscalité. Enfin, voilà, comment faire en sorte que tout ça ils aient mieux accès à l'information et qu'il n'y ait pas de boulettes. Et puis il y a aussi un groupe de travail sur tout ce qui est RSE dans le sport, l'impact environnemental des grands événements sportifs, le sport dans les quartiers prioritaires, le sport santé, l'éducation par le sport. Donc voilà, c'est différents sujets qu'on va tacler. Et puis bien sûr, il y a un groupe de travail dédié vraiment à tout ce qui est reconversion et double projet, avec notamment un projet qui nous tient à cœur de créer une plateforme unique qui centraliserait en fait tous les dispositifs existants sur le sujet pour un sportif de haut niveau français, ce qui lui permettrait d'avoir l'information centralisée sur une seule et même plateforme, partagée par les différents acteurs du sport français. Et au moins, ça simplifierait la lecture de la situation pour les sportifs. Donc voilà, il y a tous ces projets-là qui sont dans les cartons. Tu vois, le champ est assez vaste. Et en fait, le fonctionnement par groupe de travail, ça permet d'avoir une certaine efficacité. Chacun va sur ses thématiques de cœur. Et puis, on crée de la transversalité aussi entre ces différents sujets. Et on remonte tout ça au bureau exécutif du CNOSF pour qu'il y ait les arbitrages politiques qui vont bien. D'accord, ok, je vois bien, ouais. Et juste par petite curiosité, j'ai un petit biais personnel là quand quand tu parles de plateforme web, c'est pour résoudre quel problème concrètement? C'est de la lecture de l'information, c'est de la centralisation d'informations, c'est des actions où il y a une certaine intelligence qui peut être mise? Il y a une certaine intelligence qui peut être mise évidemment dans la mise en réseau des athlètes, parce que cette plateforme en fait, aujourd'hui en fait sur le double projet de la reconversion, il y a une multitude d'acteurs, il y a une multitude de dispositifs. Sauf que pour un sportif, ça peut être assez confusant. Donc Ouais. l'objectif, c'est vraiment de recenser tout ce qui existe sur cette plateforme, de permettre aussi aux sportifs de pouvoir se mettre en relation pour pouvoir, je sais pas, moi j'ai travaillé à Ariane Group, j'ai travaillé dans l'industrie aérospatiale, j'ai fait des stages au CNES, qui est le Centre national d'études spatiales français. Potentiellement, ça peut intéresser un autre sportif. J'ai fait mes études à l'école polytechnique féminine, des études d'ingénieur, ça peut intéresser aussi un autre sportif. Donc c'est aussi permettre aux sportifs de se questionner sur leur parcours pour pouvoir gagner du temps, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix d'orientation. C'est cette intelligence qu'il faut mettre en musique au sein de cette plateforme et pourquoi pas l'étendre à d'autres fonctionnalités. Typiquement, je parlais des blessures. Une blessure, tout sportif, quand il se lance dans une carrière de sport de haut niveau, sait qu'à un moment donné, il aura une blessure à gérer. Sauf Mmh. que, quelque part, si on peut s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui, 10 ans, 20 ans plus tôt, ou il y a 5 ans, est passé par la même blessure, par les mêmes difficultés, on gagne du temps. On gagne du temps Mmh. sur le choix de son chirurgien, sur l'opération à faire, sur la rééducation post-opératoire qu'il faudra potentiellement faire, sur le temps que ça met pour revenir sur les terrains de sport, parce que il y a le théorique et puis il y a la réalité. Et donc sans se substituer au corps médical, mais c'est se dire comment faire en sorte que l'information circule mieux entre les athlètes. Ce sera possible parce qu'à un moment donné, il y a une plateforme où on met de l'information et où on peut se mettre en réseau les uns les autres. Ok, bon, en attendant, il y a Extraterrien, si vous voulez, où il y a des super témoignages et plein d'informations. Et d'ailleurs, le podcast est partenaire du CDOS. Alors, c'est pas du tout la même mission, hein, c'est le comité départemental olympique aussi, Ok. mais voilà. Et donc, en tout cas, il y a des bonnes infos et je sais que quelques athlètes nous écoutent, donc j'espère qu'ils y trouveront plein de ressources. Euh, Écoute, merci infiniment, Astrid. Je vois que le temps tourne et on a parlé de beaucoup de sujets. Encore une fois, j'aurais pu rester des heures et des heures et Dieu sait que j'avais préparé d'autres sujets pour toi. J'aime bien clôturer les interviews par une question qui est un petit peu un passage de micro. C'est pas un passage de flambeau, mais voilà. Et c'est de savoir quel est le prochain le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour aller aborder un peu les sujets de la performance, du développement personnel, de l'engagement aussi. Et je suis sûr que ta ou tes recommandations seraient excellentes. Voilà. Donc
Quelle est la personne que tu C'est me dur, recommandes? c'est dur. Écoute, j'en ai plusieurs, peut-être par rapport à des thématiques qu'on a abordées, notamment sur la place de la femme dans le sport. J'ai envie de te donner des hommes. J'ai envie de te Mmh. donner des hommes parce que, bah, je pense qu'il y a un grand sujet sur la place des femmes dans le sport. Le sport, historiquement, hein, et le monde de l'olympisme encore plus, c'est un monde, d'hommes, fait, par les hommes, pour les hommes, et on le voit aussi dans la médiatisation du sport, à la télévision, et pourtant aujourd'hui, il y a de plus en plus d'athlètes, hommes, qui prennent la parole pour dire que, bah, il faut que la place des femmes dans le sport, soit améliorée, la visibilité du sport, fait par des femmes aussi, et c'est finalement les nouvelles masculinités quand on dit ça, avec une Mmh. parité, dans la représentation des genres dans la société, et donc je pense à Valentin Bello au pentathlon moderne, et je pense aussi à Benjamin Lang, à l'aviron, qui sont des athlètes qui, voilà, qui sont typiquement, engagés typiquement dans les groupes de travail sport et femmes de la commission des athlètes, et ça peut être intéressant justement d'aller, on a besoin des hommes aussi dans ces combats, sur la place de la femme, donc ça peut être intéressant, et sinon, si tu veux bien, bien te marrer, je suis obligée de te citer Marie Martineau, au ski freestyle, D'accord. qui est super, qui est juste top, franchement un parcours de dingue, une personnalité, décoiffante, pas de langue de bois. En plus, elle fait elle-même un podcast, donc vous aurez certainement plein de OK. choses à vous dire, voilà, elle est top. Bon, bah, génial. Écoute, j'ai noté soigneusement toutes ces recommandations. En tout cas, si je m'amuse, et que si je passe un aussi bon moment, avec eux qu'avec toi, ça sera des épisodes, vraiment fantastiques. Merci infiniment Astrid, je me suis régalé. On est parti un peu dans tous les sens, mais on a abordé plein de sujets et on l'a fait, je trouve, plutôt de manière plutôt bien super construit, et ça m'a fait super plaisir de pouvoir aborder tout ça. Donc, écoute, encore une fois, je touche du bois, à la fois pour toi, pour Tokyo, pour l'ESA, pour tous les projets que tu prépares, et aussi, bah voilà, je vais aller acheter les aventures de Joe tout de suite maintenant, comme ça sera fait. Et écoute, je te remercie infiniment. J'ai passé un super bon moment, et voilà, je te dis à très bientôt, Astrid. Merci Barthélémy, merci de ton invitation. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!